même des fois où en fait comment dire, c'est l'illégalité mais permise Bah, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Ah, voilà, on va y revenir de toute façon. Eh bah écoutez, merci Nadine d'abord. On peut réapplaudir. Ouais. Merci beaucoup. C'était cool. Franchement, excellent. J'avoue que le Poutine, je m'y attendais pas. Ah bah lui non plus. Nous avons un appel. Nous avons un appel. La régie nous dit que nous avons un appel sur le téléphone rouge. Appel inconnu. Il y a un certain Vladimir qui nous appelle. Je te souhaite une bonne santé. Nous l'avons en ligne, on va l'écouter. Eh ben écoutez, je vous remercie. Et ben maintenant, ça va être l'heure de le guest. Donc, je suis désolé, on a jingle. Ah, le ça marche très bien. C'est tellement rythmé, c'est génial. C'est ça. Et on va pouvoir parler de toi, Sergueï. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis assis sur le canapé, à côté de vous. On passe une belle soirée en rigolant, en parlant, etc. Et je représente cette dégueulasse profession qui est la profession d'espion. Voilà. Donc, l'idée. Malheureusement tout seul, parce que normalement on est deux, Oui, on est deux clowns qui avons sorti en avril 2021 un livre KGB DGSE, deux espions face à face, avec François Baroux, lui qui a travaillé pour le ZEC, la DGSE, moi qui ai travaillé pour le KGB. Voilà. En fait, c'est le premier livre qui est sorti où il y a deux espions de l'époque de la guerre froide. Qui comparait les services, qui comparait comment ça fonctionnait, comment recruter les gens, qu'est-ce qu'on faisait, etc., etc. Et donc c'est ce bouquin qui marche très bien. Voilà. Donc nous sommes les témoins. Nous sommes à la limite, lui il risque beaucoup plus parce que moi je suis en France avec un statut de réfugié. C'est-à-dire, je suis protégé, disons que pour dire vite, j'ai quitté la Russie, je peux plus y retourner parce que je me suis fâché avec mon service, pendant ce service. Vous avez compris que Vladimir, c'est un collègue. Ouais. C'est un pote. Oui, d'ailleurs, tu as fait les on en a des que j'aime beaucoup. Voilà. Et je lui ai consacré un certain nombre d'éléments qui prouvent mon grand amour à Vladimir. Parce qu'en fait, on était collègues, mais il a raté sa carrière d'espion, en gros. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il a bien évidemment réussi après la carrière de président. Et on dit comment un espion raté peut après être un président indéboulonnable. Et ben voilà, peut-être il faut être un espion raté. Et comme moi j'étais un espion pas raté, c'est pour ça que je suis pas président. En fait, il faut être nul pour être président, quoi. De quoi? Il faut être nul pour être président. En fait. C'est ça. Peut-être un peu chanceux aussi. Je pense que c'est un critère de Ouais. sélection. Ouais. Je pense que c'est un critère de sélection. Ouais. En fait c'était un critère de sélection parce que quand il a été propulsé par la famille de Yeltsin, de président Yeltsin, d'oligarques, en fait les milliardaires russes qui possèdent le pouvoir. C'est ça. Et ils ont choisi en gros une petite poupée marionnette qu'ils croyaient en fait pouvoir être manipulable. Et en réalité, c'est lui qui les a baisés. Oui, parce qu'au final, il était pas Voilà. si... Assez C'est fort ça, de sa c'est part, ça. du coup. Donc, du pas coup, si il malléable que est, ça, il quoi. est pas si, quand même si, il est pas si nul que ça. Voilà. Et donc, moi, je l'ai rencontré réellement, donc je raconte un tout petit peu ça. Dans ce livre, et puis beaucoup dans le prochain qui va sortir le 3 mars, 3 mars prochain. Bientôt. Il va C'est l'attendre ça, encore oui. celui-là. Ouais, oui. Je vais remettre une couche. Ça sera une raison de revenir. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Qui d'ailleurs donc, est derrière. Si je suis encore vivant, parce que mine de rien. Décidément, je il- crois que tu cherches à mettre fin à ta vie. Hein. Non, mais il va peut-être dire un jour, j'en ai marre. Voilà. Alors, ça se trouve, il te voit même pas, En fait, c'est donc on a comparé nos expériences avec François.
Et finalement, on a constaté que C'était on similaire, faisait à peu près le même métier, C'est ça. que les modes étaient très similaires, et Avec de quelques travail, détails et de recrutement, et de formation. La grosse différence, c'est quand même idéologique. La grosse différence, elle est idéologique. Parce que le KGB était le bras armé du Parti communiste, tu sais, le parti dont on a parlé tout à l'heure, qui n'existe plus. C'est à peu près ça. Tandis qu'en France, la DGSE, c'est plus un outil géopolitique entre les mains du gouvernement, et y compris économique, parce qu'on fait de l'intelligence économique, en fait, on vole les secrets des copains, des amis. D'ailleurs, François, qui lui faisait majoritairement des émissions de renseignement économique et industriel. C'est ça. Voilà. Donc du coup, donc lui par contre, il avait plutôt un champ d'action à l'étranger, plutôt que pas dans le national. Il n'avait pas le droit de faire dans le national, ou très peu. François. Mais de toute façon, l'espionnage, dans tous les pays du monde, l'espionnage c'est fait pour l'extérieur. Le service d'espionnage n'a pas le droit de travailler à l'intérieur du pays, sauf exception, quand il y a des étrangers qu'on approche. À ce moment-là, oui. Mais par exemple, le service d'espionnage français n'a pas le droit de faire des fichiers sur les Français qui sont à l'intérieur du pays. Contrairement au KGB qui, eux, faisaient les deux. Non, pas contrairement au KGB, parce que le KGB, en réalité, en fait, la seule différence, c'est que le KGB englobait tous les services. Donc, du coup, en France, vous aviez les services différents. Vous avez la DGSE pour l'extérieur, l'espionnage extérieur, la DGSI pour l'intérieur. et la DGSI actuelle, ou la DCRI, ou la DST avant, ou le SDEC avant. Et le KGB, c'était tout ça ensemble. Mais, par exemple, notre service à nous, qui était la première direction générale du KGB, qui est le service d'espionnage, nous n'avons pas le droit de travailler à l'intérieur du pays contre les soviétiques. Contre les étrangers, oui, contre les soviétiques. Mais sinon, après, c'était de la haute trahison, si je dis pas de bêtises. Non, après, il faut voir chaque cas particulier, mais en gros, voilà, c'est ça. Et pourquoi tu as choisi les services des illégaux déjà, comment on se fait recruter déjà pour les services des illégaux? Ça aussi, c'est quelque chose qui est différent par rapport à la France. En France, François raconte dans notre livre, et aussi dans celui qu'il a écrit avant, James Bond n'existe pas, que en France, le service d'espionnage recrute par petite annonce. Et donc, parmi les militaires, vous êtes convoqués, on vous dit, il y a une note des services qui dit, voilà, il y a le service d'espionnage qui recrute, qui cherche les fonctionnaires. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une petite visite dans le 20e arrondissement, boulevard Mortier, et puis vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Le KGB, ça fonctionne absolument pas comme ça. Le KGB, c'est lui qui choisit, c'est lui qui mène l'enquête, et c'est lui qui vous impose en quelque sorte. Et donc moi, c'est le KGB qui m'a imposé, moi j'ai rien choisi. Et donc après, c'est un peu compliqué de raconter ça en 2 mots, parce que j'ai eu 2 histoires un peu bizarroïdes. Oui, c'est ce que tu nous avais parlé une fois. Voilà, et donc le KGB s'est servi de ces 2 histoires pour d'abord me mettre la pression, et puis après me proposer derrière le service pour le KGB. D'accord. Et donc après, suite à ça, tu as été à l'Institut Andropov, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Donc j'ai été à l'Institut Andropov. Là aussi, c'est une différence par rapport à la France, parce qu'en fait, en France, on recrute très peu. On recrute entre une dizaine et une vingtaine de personnes par an. En Union soviétique, on recrutait 300 personnes par an. Et donc, on avait une institution qui était quasiment comme une université secrète au milieu des champs et des forêts, où on formait des espions. Tandis qu'en France, on fait venir là où se trouve le service d'espionnage, et on vous apprend sur le tas, en fait, en quelque sorte, comment ça fonctionne. Voilà. Mais les méthodes de formation sont les mêmes, et on apprend les mêmes choses, à faire les mêmes choses. D'accord. Donc c'est ça. Un peu moins discret en France quand même, du coup. Oui, parce qu'en fait, on vous fait venir déjà là où les gens travaillent, qui sont les espions, tandis que nous, on met d'abord dans une école qui est à part, et puis après, et dans cette école, on peut passer entre 1 et 3 années. C'est le choix de temps,
la plupart du temps, c'est la langue. Parce qu'en fait, l'espionnage, le premier outil pour faire de l'espion, donc c'est parler les langues étrangères, puisqu'on est censé partir à l'étranger. Et donc, il faut parler les langues étrangères. Et si, par exemple, on vous donne à apprendre une nouvelle langue, à ce moment-là, vous ferez 3 années de formation parce qu'il faut du temps, en fait, pour apprendre une langue. Parce que toi, du coup, tu sais parler combien de langues? Donc, le russe comme langue maternelle. À l'école secondaire, j'apprenais l'anglais. À l'université, ma première université, qui est un peu l'équivalent de Sciences Po, ou d'HEC, puisque j'ai fait la faculté économique, donc j'apprenais le français. Et après, à l'école du KGB, à l'Institut Andropov, on m'a donné à apprendre l'espagnol et l'allemand. Voilà. D'accord. Okay. Après, il y a aussi le truc de quand même d'être caméléon. Enfin, je veux dire, en plus de savoir parler langue, c'est vraiment, vous en parlez dans le livre, que du coup, tu t'es fait passer pour un étudiant belge en Allemagne de l'Est, enfin, du coup, tu arrivais même à choper l'accent francophone, si je puis dire, différent selon le... Et ça, c'est aussi la différence entre la France et l'Union soviétique, c'est que nous avions le service des illégaux. Ça veut dire que nous avons, en fait, en gros, 2 systèmes de fonctionnement d'espionnage. Ce qu'on appelle l'espionnage légal. C'est pas parce que c'est légal. Oui. L'espionnage, dans l'espionnage, il n'y a rien de légal. Tout est criminel. Mais légal, c'est parce que vous êtes rattaché, vous vous servez de couverture des ambassades, des consulats et de représentations officielles de votre pays dans un pays étranger. C'est pour ça d'ailleurs que c'est légal, parce que vous travaillez dans une ambassade, au consulat, dans une représentation commerciale ou culturelle. C'est ça, ouais. Et François, par exemple, a travaillé en Afrique, en Éthiopie, à l'ambassade française. Donc, il se faisait passer pour un diplomate. Et la même chose au Pakistan aussi, quand il se faisait passer pour un diplomate. Et moi, j'appartenais au système des illégaux. C'est les gens qui ne sont pas rattachés au pays, qui soit sont les Russes, mais non officiels, soit sont les étrangers, comme tu dis. On pouvait passer, par exemple, je pouvais jouer le rôle d'un Français en France, ou d'un Français aux États-Unis, ou d'un Français en Belgique, ou d'un Belge aux États-Unis, etc., etc. D'accord. Ça voulait dire que ton identité n'existe quasiment pas en Russie? Ton identité n'existe pas, et donc ce n'est plus une couverture, parce qu'une couverture, c'est plus pour l'espionnage légal, et on appelle ça une légende. Et d'où d'ailleurs le bureau des légendes. Donc en fait, on te fabrique une légende, qui est une légende qui peut être réelle ou inventée. La meilleure légende, c'est une légende quasi réelle. Quasi réelle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que pendant très très longtemps, en France, par exemple, les archives des naissances et des morts étaient séparées, étaient dans les bouquins séparés. Et donc, en fait, on pouvait aller dans un cimetière, trouver un gamin qui est mort à l'âge d'1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, bébé. Après, écrire à la paroisse pour demander un certificat de naissance. Et en fait, comme c'est dans les 2 livres séparés, on pouvait obtenir un certificat de naissance et établir à partir de là une légende. Ah oui, carrément. Et en fait, de quelqu'un qui existait vraiment, voilà, et qui est mort. Quoi. Qui a vraiment existé, qui est mort. Et en fait, les archives à cette époque-là ne pouvaient pas tout de suite vous prendre sur le fait de mentir et d'avoir inventé des lettres pour nous dire vous avez décédé. Non, c'est juste un espion qui a pris mon identité. C'est compliqué aujourd'hui, vu que c'est via Internet, etc. Donc aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué parce que déjà, il y a ça. Donc il y a beaucoup plus de pays qui ont compris ça. Donc du coup, maintenant, c'est les mêmes archives. Donc ça se voit tout de suite. Si quelqu'un qui demande un certificat de naissance, on dit non, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est ça. On ne pourra pas vous donner parce que là, vous êtes mort. Et depuis longtemps. Donc il y a ça. Et puis nous avons maintenant les passeports biométriques. Oui. Et donc la biométrie, si une fois dans votre vie vous avez obtenu déjà un truc biométrique, et si vous repassez avec les mêmes éléments, ils vont vous dire, vous avez quand même un autre nom quand même dans nos archives. Mettez-vous sur le côté. Il y a un petit blême là. Voilà, donc effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a 3e chose, c'est que par exemple là, nous sommes la preuve, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, donc le monde est
très interconnectés. Oui. Et maintenant, c'est de plus en plus difficile d'inventer des légendes. Parce que, par exemple, moi, si j'ai 30 ans et je pars dans un pays, on va me demander, mais ton profil Facebook, quand tu étais au lycée, il est où? Quand tu étais au collège, il est où? Ils sont où tes amis, en fait? Et donc, ça passe encore, en vrai. Ça fait bizarre d'apparaître à 30 ans, quand même. À 30 ans, non, mais moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes, en vrai, ils n'ont pas forcément de profil Facebook. Oui, après, il y a autre chose. En fait, on peut encore tricher. Quand il y a par exemple un problème comme ça, on peut dire mes parents par exemple n'avaient pas d'internet parce que c'est les tarés, ils n'aiment pas internet, ils n'aiment pas les réseaux, ils m'interdisaient d'avoir les profils sur internet, etc. Donc on peut inventer des choses, on peut donner encore des explications, mais n'empêche que ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et puis la reconnaissance faciale. Maintenant, on peut retrouver, il y a juste les algorithmes de recherche qui peuvent retrouver les photos avec vous n'importe où sur le net. Et puis là, d'ailleurs, récemment, TF1 ont fait l'annonce pour les aéroports, notamment d'Orly, tout ça. Très, très prochainement, alors je crois que c'est peut-être 2025 ou un peu plus tard, je sais plus. Peut-être 2030 même. En fait, très prochainement, on pourra avoir des portiques qui vont directement scanner notre tête en une fraction de seconde, qui vont vérifier notre identité, nos papiers d'identité, qui vont voir notre billet, tout ce qu'on a réservé. Enfin, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ça existe déjà, mais pour le moment, c'est pas encore autorisé au niveau global. C'est ça. Mais ça existe déjà. Pour l'aéroport, au lieu de 1 à 2 heures pour monter dans l'avion, en 10 minutes, t'es dedans. Ouais. Sauf que il y a un côté pratique pour tous ceux qui passent et tous ceux qui ne passent pas. En 30 secondes, tu es en prison. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est plutôt bien au final que ça évitera un peu des dégâts? Disons qu'en fait, la réaction de la plupart des gens, ils disent j'en ai rien à cacher. Donc je m'en fous parce que je suis faux. Je suis pas un criminel, donc en fait je m'en fous. Mais le problème c'est que déjà on est fliqué partout parce que là ce que tu viens de raconter c'est poussé loin. Au niveau de papier d'identité, mais notre smartphone, il connaît sur nous beaucoup plus que les flics. Hein. Et puis, ne serait-ce que les données biométriques, ça va au-delà de juste des photos comme les passeports ou autres, c'est que là, du coup, on peut vraiment recréer une identité complète, que ce soit les empreintes, comme on a sur les téléphones, que ce soit le facial, qui est également une donnée biométrique, etc. Si un pirate, par exemple, venait à les avoir, il peut littéralement recréer une personne. Et si, tout à fait. Avec les imprimantes 3D, maintenant, on peut effectivement faire sur du cellophane ou sur silicone, en fait, les trucs papillaires, les coller sur nos mains et se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ça, c'est assez dangereux. Oui, la technologie, elle fait qu'il y aura toujours moyen quand même de faire de l'espionnage. Peut-être qu'à la rigueur, au lieu d'infiltrer un pays, il vaut mieux infiltrer Google ou Facebook maintenant, en fait. Le truc, par rapport à ça, je suis assez critique par rapport à ce métier. Et là-dessus, je rejoins ta chronique parce qu'en fait, tu dis, oui, ce métier noble que le pays dont le pays a besoin pour etc. Et en fait que dalle. Regardez déjà nous le KGB on était a priori le service le plus performant du monde. Donc information pour sauvegarder notre pays. Le KGB en octobre 1991, le KGB a été dissous, le Parti communiste interdit et l'Union soviétique disloquée. Donc du coup, pendant 40 ans ou 50 ans, on a fait soi-disant du bon boulot, sauf que à la fin, le résultat est négatif quand même. C'est ça. Et donc on a servi à rien. Et puis c'est ce que je dis aussi actuellement, le monde est tellement interconnecté que finalement, en fait, c'est comme un puzzle et les moyens légaux permettent de remplir 98% du puzzle. Mais quand vous avez le puzzle qui est rempli à 98%, en fait, vous voyez le tableau. Hein, donc, en fait, les 2% que le service d'espionnage
peut se dire nous sommes les seuls à pouvoir remplir ces 2%, mais en fait, on s'en branle. Parce qu'à un moment donné, tout le monde le sait, et eux, ils disent bah oui, on a obtenu le document qui permet de savoir que Poutine prépare l'invasion, mais tout le monde le sait qu'il prépare l'invasion. Surtout avec les médias. Il y a 100 000 mecs qui sont basés à la frontière, il y a tous les satellites qui le montrent, donc en fait, à un moment donné, on s'est dit à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ça? Illustration. Donc ça c'est l'illustration, c'est l'homme. Du coup donc ça c'est Harry dans Kingsman. Si vous avez vu le film, vous avez vu Kingsman. Ouais. Du coup c'est vrai que j'avais pris cette image là parce que ça m'a fait penser. Du coup on va y venir sur le sujet. Depuis tout à l'heure on dit espion. Mais en vrai, on est d'accord que espion, c'est plutôt une insulte un peu pour vous, et que de base, c'est plutôt officier traitant, du coup. C'est ça. Ouais. En France, c'est officier traitant, et en Russie, c'est officier opérationnel. C'est ça. Ou élément opérationnel. C'est ça, exactement. Ou officier de carrière, tout simplement. Parce qu'en Russie, c'est même pire que ça. C'est non seulement une insulte, mais c'est une qualification pénale de la haute trahison. Ça veut dire espion, c'est celui qui trahit son pays et qui est condamné pour le fait d'espionnage. Ça veut dire que c'est en fait le truc abominable. C'est ça. Et généralement, c'est suivi de la mort. Dans beaucoup de pays, c'est la mort, ou sinon c'est beaucoup d'années de prison. Et donc, quand on est tous les deux avec François sur les plateaux, on a l'habitude de dire on est espion l'un pour l'autre. Ça veut dire moi je suis bon pour mon pays, mais celui qui est en face, c'est un mauvais, donc c'est un espion. Tandis que moi je suis un officier traitant, ou un officier de carrière, ou un élément opérationnel. C'est une question de camp et d'idéologie, quoi. Tout à fait, mais c'est la même chose. Hein. Et on a bien compris. Hein. D'ailleurs, souvent, on vous compare plutôt à des... On dit souvent qu'on vous compare vraiment à des agents secrets. En fait, vous n'êtes pas vraiment des agents secrets, c'est plutôt les personnes que vous engagez, donc des sources, si c'est bien ça, qui vont plutôt faire un peu les clichés d'espionnage, d'aller chercher des éléments un peu cachés ou des trucs comme ça. Et vous engagez ces personnes-là. C'est ça. En fait, cette confusion vient du cinéma et des romans policiers anglo-saxons, parce que par exemple aux États-Unis, on emploie le mot agent pour désigner un opérationnel de carrière, soit de la CIA, soit du NSA, soit du FBI, etc. Et donc en fait, c'est cette mauvaise utilisation du mot américain agent a faussé le tableau. Donc en fait, et pour la France et pour nous, nous sommes donc les officiers de carrière, les officiers traitants, et pour faire notre boulot, nous recrutons des sources. C'est ça. Et ces sources s'appellent les agents. Donc qui font justement les agents, pour nous, c'est un moyen. Donc et bien évidemment, là aussi, c'était très bien dans ta chronique, l'espionnage n'a rien à voir avec la James Bondry. Hein. Ça veut dire que si j'ai besoin de voler un document au Palais de l'Élysée, à la présidence de la République en France, où ça nous intéresse, je ne vais pas enjamber la clôture du Palais de l'Élysée, je ne vais pas m'introduire par les sous-sols, je ne vais pas tirer sur tous les gardiens, je ne vais pas provoquer quand même un grand bordel au milieu de Paris en tuant 3000 personnes. Des temps, tu manipules quelqu'un. Voilà. Donc en fait, c'est très facile. Au Palais de l'Élysée, il y a 3000 personnes qui travaillent. Parmi ces 3000 personnes, il y a 1000 personnes ou 2000 personnels de nettoyage, d'archives, etc. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de recruter une femme de ménage qui va faire le ménage dans le bureau de Macron et de lui demander de me voler le document ou de prendre en photo le document ou de mettre un micro, etc. Après, et donc, bien évidemment, c'est pas moi qui vais pénétrer dans le machin, et donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est moins impressionnant. Il y a 4 femmes de ménage qui sont que des explosifs. C'est ça, donc faites attention à votre femme de ménage. Donc vous repartez pas en Aston Martin. Et d'ailleurs, vous savez que dans votre vie, les personnes les plus dangereuses au niveau d'espionnage, pour n'importe qui, c'est soit votre famille, soit vos amis, soit votre personnel. Les gens, les auxiliaires de service, les gens les infirmières, les médecins, les gens les plus proches, quoi, finalement, du cercle intime. Cercle intime,
qui connaît tout de votre vie et auquel vous faites, confiance. Et donc ça, à la limite, les gens se méfient beaucoup de leurs ennemis et en réalité, ils devraient se méfier de leurs amis. Méfiez-vous de votre famille, On va se méfier de notre votre voisin. De toute façon, j'ai pas confiance en eux. Hein. de vos frères, de vos Être sœurs. suspicieux. Bah, j'ai plus confiance en Sergei, au moins je sais déjà ce qu'il est. Ouais. Du coup, je comparais un peu à Harry, parce que du coup, en fait, tu es, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, officier traitant, tu ne fais pas directement les choses illégales, justement, enfin illégaux, et tu vas plutôt former les personnes comme ça à le faire, justement. Et du coup, je vous comparais un petit peu à Harry, parce que du coup, c'est ce qu'il fait avec Eggsy, donc le deuxième personnage. Ouais. En fait, il forme à devenir un agent et à aller dérober des informations d'une manière un peu plus explosive et américaine. Évidemment. C'est ça. Mais bon, c'est pas parce que c'est le cinéma. Oui, on est Après, bien c'est vrai d'accord que c'est moins intéressant, en fait, quoi. le truc, voilà, c'est ça. C'est- Sinon, tout à fait. le film aurait été chiant si on le fait. D'ailleurs, il y a un film excellent qui s'appelle Le Dossier 51 qui est passé sur Arte, bien évidemment, parce que c'est la seule chaîne à passer les films Cette chiants. chaîne potable. Que j'adore. Et donc, c'est le seul film qui montre le vrai travail d'espionnage. D'accord. Mais c'est mortel. C'est presque un Oui, c'est un documentaire, documentaire. finalement, Mais en fait. c'est un documentaire dans lequel, mais moi, j'ai eu énormément d'efforts pour rêver à la fin. Les à la fin- flashbacks de à la fin paperasse, à la là. fin de ce film. Mais il est extraordinaire parce que justement, ça montre le vrai travail d'espionnage. C'est vrai. Faut pas tout avoir. Ah, c'est vrai que c'est moins sexy. Hein. C'est très moins sexy. C'est moins sexy beaucoup. Et Au service de la France, ça m'a fait penser aussi, qui est du coup une série française sur la DGSE, qui est aussi sur Netflix. C'était une série Arte d'ailleurs, à la base. Et du coup, c'est un ton comique vu que c'est vraiment de la comédie, quoi. Mais je pense que c'est assez proche. Ils ont réussi à retrouver. En ayant lu le livre, du coup, je me dis qu'ils ne devaient pas être loin non plus quand même de ce que c'était. Vu comme ça se passe. C'est vrai que le bouquin est plutôt bien écrit du coup parce Ouais, qu'on a vraiment l'impression franchement. de lire un dialogue en fait. Et comment ça s'est passé du coup pour Pour l'écrire finalement? C'est le Covid qui nous a aidés parce que on a commencé à le faire en 2019. Donc il y avait déjà le deuxième confinement. Donc du coup on faisait les zooms. Et donc on avait une personne qui servait d'intermédiaire entre nous, un journaliste, qui nous posait les questions. Nous on comparait nos points de vue. Lui, il notait, il mettait par écrit, puis nous, on corrigeait derrière. Et du coup, ça a donné cette forme assez digeste et très facile en fait à suivre. Moi, ça se lit très bien, ça fait très conversation. Merci. C'est ce qu'on a voulu faire. Et puis, je crois qu'on a réussi aussi à un truc qui est très difficile en général, c'est de faire un livre qui va intéresser et les gens qui connaissent déjà le sujet et donc qui cherchent à approfondir les connaissances, et les novices ou le grand public. Et donc, en fait, on a eu des retours comme quoi les deux catégories étaient assez contents du résultat. C'est vrai que ça peut être assez pointu. Il y a des termes, il y a des noms, il y a des dates qui sont données, mais en même temps, c'est cette fluidité de lecture qui est assez agréable. Il y a certains mots qui sont expliqués. Enfin, oui, en plus... Oui, ça a la portée de tout le monde quand même. Oui, totalement. Donc tout à l'heure, on avait vu que du coup, tu avais été à l'Institut Andropov, également que c'était le KGB qui venait vous recruter, non pas l'inverse. Quelles sont les motivations pour devenir agent au final? Et si par exemple là, du jour au lendemain, j'aurais voulu devenir agent, comment est-ce que j'aurais pu m'y prendre ou comment ça se passe après? Déjà, comme j'explique, c'est le KGB qui te choisit. Donc si toi, tu veux le faire, surtout ne pas le dire. Parce que si tu le dis, le KGB ne te proposera jamais. Après, le truc, c'est si tu veux le faire, en fait, il faut te mettre dans les filières qui vont intéresser le KGB et le service d'espionnage comme les filières de recrutement. Les filières de recrutement, c'est quoi? C'est toutes les universités linguistiques. Là, on apprend les langues. C'est normal. Toutes les universités, on apprend les relations internationales, différentes façons. Et diplomatie, économique, culture, journalisme international, droit international, etc.
donc toute la thématique internationale et géopolitique, géostratégique. Voilà, donc ça, si tu es dans ces écoles-là, à un moment donné, tu vas attirer l'attention des services et ils vont te proposer à un moment donné. D'accord. Faut être bon quand même. Faut être un peu au-dessus du haut du panier ou... Non. Ça, c'est aussi un mythe. En fait, l'espionnage ne cherche pas les vedettes. Il faut être un élément sûr. Et donc, ce qui est important, en revanche, c'est que c'est un métier quand même de secret. On te donne beaucoup de possibilités, mais des possibilités de faire secrètement. Donc, on doit compter sur toi. Et donc, du coup, il y a la notion de patriotisme, de l'amour de patrie, en fait, du sacrifice à ces notions-là, auxquelles les services attachent énormément d'importance. D'accord. Et il y a d'ailleurs, c'est aussi un truc assez marrant, parce que c'est à peu près le même principe que dans la mafia. Ça veut dire qu'en gros, en fait, les mafiosi, en fait, ils te disent, tu peux commettre n'importe quel crime, du moment où ça sert notre mafia, c'est bon. Et surtout, tu dois être clean par rapport à nous. Ça veut dire que tu peux, à l'extérieur, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux jamais tromper le parrain. Et si tu trompes le parrain, là, c'est la mort. C'est totalement ça, en fait. Et c'est absolument ça. D'accord. La mafia de l'espionnage, du KGB, enfin, ou de la DGSE. Et du coup, en tant qu'officier traitant, vous utilisez quelle technique ? Est-ce que vous aviez des gadgets comme tout bon film d'espionnage qui se respecte ? Et non. Oui et non. Ça veut dire que c'est peut-être dans toute la saga de James Bond, c'est peut-être la seule chose qui se rapproche le plus par rapport à la réalité. Non pas parce que nous avons des voitures qui volent ou des voitures qui plongent, etc. Je suis déçu là. Mais nous avons des gadgets, mais la plupart du temps, ce n'est pas nous, c'est pas nous qui utilisons ces gadgets, c'est nos agents. Parce que en fait, le truc c'est ça. Par exemple, j'ai recruté ma femme de ménage qui fait le ménage dans le bureau de Macron, et donc là, je vais l'équiper du coup avec des gadgets. Donc je vais lui donner des micros, je vais lui donner des appareils photo. Ces appareils photo peuvent être des appareils. Par exemple, si je recrute, imaginez, je recrute un conseiller de Macron. Donc qui travaille à l'Élysée, bien évidemment, il peut être fouillé quand il rentre ou quand il sort, donc il ne peut pas sortir les documents. Et il ne peut pas non plus prendre un appareil comme les vôtres, enfin un gros machin, et pour faire les tchac, comme dans les films, en essayant de ne pas être pris parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le bureau. Donc tout ça, ça n'existe pas. On va par exemple l'équiper de lunettes dans lesquelles on va mettre une caméra. Et donc en fait, il va prendre un document secret qui nous intéresse et lire avec ces lunettes-là. Et donc la caméra va filmer le texte du document qu'il lit. À l'époque un peu plus lointaine, on pouvait équiper d'un stylo qui est un stylo scanner. Et donc, en fait, comme s'il utilisait le stylo pour suivre les lignes, et en réalité, en fait, il scannait le document. Oui. Donc, ça, par rapport à ça, c'est les gadgets qui existent. Et bien évidemment, les caméras, on peut les incruster dans n'importe quel objet. Donc, en gros, en fait, quand on prépare ça, on prend, par exemple, les photos de bureaux qui nous intéressent, un maximum de photos. Après, le service technique regarde et il nous fait les propositions en disant, voilà, je peux vous mettre le micro dans le meuble, dans les murs, dans un objet, etc. Et à ce moment-là, le service technique achète cet objet en 2 exemplaires. Le premier, il désosse. Et puis après, dans le deuxième, il voit comment ça fonctionne. Et puis après, il conçoit un appareil, une caméra ou un micro, et il incorpore dans le deuxième objet qui sera mis à la place de celui qui existe dans le vrai bureau. D'accord. Oui, vous avez quand même une certaine avance entre guillemets technologique, du coup, parce que les services de la recherche industrielle ont une avance par rapport à ça.
effectivement, nous avons plein de choses. Par exemple, là aussi, pour le service des illégaux, nous avons une imprimerie qui peut imprimer n'importe quoi. N'importe quel document qui existe dans le monde. À la limite, on peut imprimer des dollars qui seront 3 fois meilleurs que ceux imprimés par la Federal Reserve des États-Unis. Donc tout à fait viable. Absolument viable. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, par exemple, les faussaires, pourquoi ils ne font pas ça? Ça coûte trop cher. Et donc, si vous faites ça, le dollar, il faut quand même gagner de l'argent avec la fausse monnaie. Donc, il faut que la fausse monnaie coûte 10 fois. Amazon le font. Hein. Vous pouvez acheter des billets de tournage cinéma, oui, c'est écrit cinéma dessus, et ça coûte plus cher que le vrai argent. Ouais, c'est ça. Et tandis que pour nous, en fait, on s'en fout des frais. Oui. Donc du coup, on peut investir. Donc on utilisera l'encre, on utilisera le papier exactement comme celui qui. La plupart du temps, on utilise pour les documents quand même, pour fabriquer les passeports, les cartes d'identité, etc. Donc nous avons aussi les services techniques qui passent leur temps à voler ou à acheter tous les documents d'identité dans le monde entier. Pour les reproduire par la suite. Voilà. Donc on a une banque de données énorme de passeports, etc. Puis bien évidemment, on recrute aussi les gens qui sont dans les imprimeries spécialisées pour savoir quelle encre ils utilisent, quelle astuce ils utilisent, parce qu'il y a des fois des petites choses qui sont cachées, qui ne sont pas connues du grand public et que les services connaissent. Et donc nous, on avait un service comme ça qui pouvait reproduire n'importe quel document. D'accord. Oui, il y a incroyable. Un paquet de cryptogrammes de sécurité. Voilà, c'est ça. Plusieurs. Et encore, donc ça c'est par exemple pour lancer la personne, mais tout en sachant que la première chose que la personne, quand elle va partir à l'étranger pour s'installer dans un pays, la première chose qu'elle va faire, c'est obtenir les vrais documents sur place. Ça veut dire que ces documents-là, c'est pour lancer la légende, mais une fois sur le pays, en fait le top, c'est s'il se fait délivrer un vrai passeport par le vrai pays, par le vrai ministère de l'Intérieur dans son pays d'installation. Et à ce moment-là, c'est génial. Pour les illégaux, c'est le mariage, quoi, ce genre de choses. Ou par exemple le mariage, effectivement. Le plus facile, en fait, c'est le mariage. Donc, naturalisation par le mariage. Ou sinon, il y a aussi plein de pays dans lesquels on peut même ne pas se marier. Il suffit d'investir. Vous pouvez, par exemple, si vous investissez $1 million de dollars en Chypre, en Grèce ou en Autriche, on vous donne la nationalité. Donc, on peut aussi produire des illégaux comme ça. D'accord. Il y a tellement de solutions. Quoi. Ouais. Des embranchements dans tous les sens. Et c'est là qu'on se dit que ça, je trouve, il y a des gens qui se sont fait voler leurs papiers et en fait, c'est parti directement à Moscou. Tout à fait. Par exemple, vous avez en France quelque chose, on donne un chiffre de 80 000 personnes, comment on dit, les trucs d'identité, enfin le... Vendeur d'asile. Non, c'est pas quand on vole votre identité. Ah. Usurpation. Usurpation d'identité. Usurpation d'identité, c'est le service d'espionnage, en fait, peut usurper l'identité. D'accord. On peut signer aussi un accord avec quelqu'un qui, par exemple, on dit, voilà, toi, tu vas partir en Argentine, on va te payer parce que tu dois vivre en Argentine sans jamais sortir du pays. Et en fait, on va prendre tes papiers et on va construire une deuxième identité en Chine, la même. D'accord. Et le tout, c'est faut jamais les croiser. Parce que imaginez, le gars, il achète un billet et il se retrouve sur le siège. Enfin, les deux ont le même passeport et la même identité. Là, pour le coup, Chine-Argentine, c'est un peu compliqué, je pense. Oui. Ouais, c'est vrai que... on sait jamais. Eh bien, écoute, du coup, on va faire une dernière question pour nous. Alors, il y en a beaucoup des questions en réalité. À savoir que le livre, encore une fois, que vous avez fait avec François, répond à quasiment toutes les questions qu'on peut se poser. Hein. Vraiment, il est très complet. Enfin, moi, je trouve qu'il est très complet. Et étonnamment concis. Oui. Surtout, en plus, il fait quelques 200 pages. Quoi, donc, c'est facile à lire, franchement. Non, mais c'est vrai qu'en plus, du coup, vu que les chapitres ils sont faits comme ça... au fur et à mesure, est-ce qu'on a encore besoin des espions, les gadgets, tout ça, enfin, c'est ça. Plusieurs chapitres qui, en fait, au fur et à mesure, en fait, te font avancer
dans le plus compliqué, j'ai envie de dire. Et un peu, vu que tu as compris le chapitre d'avant, ça te fait approfondir au fur et à mesure. Voilà, puisque ce qui est vachement pratique, c'est que au-delà du dialogue, puisqu'en soi, du coup, c'est un dialogue, on le disait tout à l'heure, l'avantage, c'est que du coup, on a vraiment les deux parties à chaque question. On a vraiment les deux parties, ils interchangent, toujours avec un petit ton sur l'humour aussi. Ah, c'est taquin. C'est assez taquin. Bah, on est très taquin, et puis avec François. Et bah, écoute, je te propose que. Et donc, excuse-moi, si jamais il vous reste encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre. Il y a le troisième qui on va a sortir. également le prochain livre de donc, Sergueï, donc l'éclaireur. Ça, c'est ma bio. Voilà, le 3 mars. C'est plus ma bio. En fait, c'est complète. Donc, c'est un livre assez grand. 530 pages. Oui. Mais pareil, en fait, c'est un truc qui se lit très facilement. Parce que j'ai eu du retour par rapport à quelques personnes sur lesquelles on a testé un tout petit peu le test. Et même si c'est juste ma bio, en fait, pour une fois, je parle que de moi. Mais justement, ça permet d'approfondir en fait tout ce que j'ai commencé à raconter dans le premier livre. Et donc les deux sont liés, quoi. Ouais, ça, voilà. Oui, voilà, c'est un peu ça, c'est plus, on va dire, c'est une porte d'entrée pour le bouquin. Ça, c'est plus penché sur le KGB après. Ça, c'est plus penché sur le KGB. Là, on a vraiment les deux. Tandis que là, il y a les deux services, et donc voilà. En fait, il y a deux approches différentes. C'est peut-être plus romancé, du coup. Enfin, romancé. Non, bah, on peut pas dire romancé dans le sens où c'est pas inventé. Oui. Mais c'est écrit comme ça se lit comme un roman. Ouais, c'est ça. Un roman biopic, on va dire. Eh bah écoute, je te pose une dernière question. Et après, on va passer à notre battle de concours d'anecdotes. Qui, du coup, vous avez appris la manipulation psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, qu'est-ce que tu as appris exactement? J'ai envie de s'y mettre. Donc la manipulation psychologique, c'est quelque chose d'important parce que vous avez compris que pour faire de l'espionnage, on utilise les agents, ça veut dire le matériel humain. Et pour voler les secrets, la plupart du temps, on cherche les gens qui vont trahir leur pays. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec l'humain et sur l'humain. Et donc, du coup, à manipuler les gens, déjà, nos agents pour les motiver, pour les former, pour les diriger, pour les pousser à faire des saloperies à notre place. Et la première des saloperies... C'est un peu lâche, un espion, quand même. C'est très, très lâche. Un marionnettiste, en fait. C'est absolument ça. Et en plus, on est super bien payé. Et l'État nous permet de faire tout ça. Non, c'est un truc abominable, en fait. Mais voilà. Ah, c'est vrai, ça, super bien payé, c'est-à-dire, ce serait l'équivalent de quel genre de salaire l'équivalent de salaire onusien. Donc, en fait, aux diplomates, aux fonctionnaires dans la diplomatie. Et sans payer d'impôts, puisque c'est à l'étranger. Oui, en plus, du coup, avec tous les trucs. Donc, c'est du net. Avec tout ce qui va, le truc de fonction qui vont avec. Oui. Donc, du coup, c'est quand même. Et pour la DGSE aussi, l'impôt est déduit. DGSE, c'est moins, j'imagine. Ah ouais, sérieusement, déduit les impôts. Mais de toute façon, tous les diplomates qui travaillent à l'étranger, ils ne payent pas d'impôts. Ouais. C'est un privilège en fait de service à l'international. Pas les fâcher non plus. Ils viennent des bitos. Et donc du coup après la manipulation, on cherche toujours dans les films ou dans les livres, on parle beaucoup des choses. On te pousse, les interrogatoires, les trucs en fait on te met la pression sur les épaules, la torture, etc. En réalité, ça, c'est très peu au niveau de pourcentage dans la vraie vie. Parce que la meilleure manipulation, c'est de trouver les choses positives, donc les intérêts des gens. Et ces intérêts, c'est soit l'ego, soit l'argent, soit le sexe, soit voilà des choses la qui peur. Jamais cette prise-là, on va dire la peur, on peut l'utiliser si on a absolument besoin de quelque chose, mais on sait très très bien que la peur, ça ne marche pas dans le temps. Parce que la personne peut avoir peur sur le coup, mais une fois lorsqu'elle a compris que on l'a recruté, on l'utilise, etc., elle fera tout pour se débarrasser de nous.
Tandis que la personne qui veut se réaliser ou gagner de l'argent, etc., elle voudra faire encore plus pour mieux se réaliser, mieux gagner de l'argent. Il ne faut pas être sociopathe, quoi, en fait. Faut aimer les gens, en fait. Quelqu'un de trop froid, comme on peut le voir dans les films de la pop culture, les Russes qui sont très froids et qui. Ça c'est complètement faux. Ça ne fonctionne pas. Non. Là, c'est vrai que j'ai envie de donner tous mes comptes en banque. Déjà, le truc, c'est qu'en fait, un espion, ça doit être une personne qui est sympa. Qui vous écoute, qui vous encourage, qui vous motive, etc. Bien évidemment, tout le positif. Dans le positif, ouais. C'est vrai qu'on a plus envie d'aider quelqu'un quand on l'apprécie. Voilà. C'est ça. De manière générale. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, je fais une dernière précision. Donc nous avons ce soir 2 livres à faire gagner, que nous ferons dédicacer également tout à l'heure. Donc tu signeras, qui sont à gagner. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, un lien est disponible. Vous pouvez vous inscrire et participer. Il y aura un tirage au sort. C'est gratuit. Plus les frais de livraison. C'est gratuit comme un cadeau. C'est gratuit comme un cadeau. Donc qui sera dédicacé par Sergueï tout à l'heure. Et voilà, donc il sera envoyé directement chez vous. Avec une blague russe. Tout à fait. D'ailleurs, on nous a demandé, est-ce que tu peux parler un peu russe et notamment prononcer le mot KGB en russe? КГБ. Комитет государственной безопасности. Я русский, меня зовут Сергей, я родился в Москве, я работал в службе нелегальной разведки первого главного управления Комитета государственной безопасности. Никто же ничего не понял, я могу вам рассказывать все, что угодно. Bien sûr. Voilà, je vous disais que quand vous comprenez absolument pas, je peux vous raconter n'importe quelle connerie. Ça. Alors ça, moi je l'aurais pas dit. Je suis outré. Je suis outré. Ok. Et d'ailleurs, ceux qui veulent absolument s'assurer que je suis russe et que je parle russe, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos avec mon public russe, et donc vous pouvez la regarder aussi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, on l'a pas dit ce soir, mais du coup, tu as fait de la télévision en Russie. Ouais. Coup, sans que d'ailleurs le KGB ne soit au courant. Au début, ils étaient au courant, mais sans que le KGB soit contre ça. Et d'ailleurs, cette couverture, je l'ai utilisée beaucoup et d'une manière très efficace pendant tout mon service. D'accord. Oui, parce que présentateur télé, on se méfie pas finalement. On ne se méfie pas de présentateur télé, on ne se méfie pas d'un journaliste, on ne se méfie pas d'un assureur. On ne se méfie pas le journaliste, je veux venir de loin, j'ai pas envie qu'il me parle. Ce sont des salauds. L'assureur. Je pense qu'on se méfie moins que par exemple d'un député ou d'un. Oui, là pour le coup, oui. d'un ambassadeur ou d'un. Non, mais toi, ça se voit. Non, je sais pas. Non, c'est un bon métier pour faire de l'espionnage. En fait, ce métier permet de poser les questions sans provoquer le malaise. D'accord. Parce qu'un journaliste pose les questions, c'est normal. Il est curieux. Et donc du coup, puisqu'il est curieux, vous dites je suis journaliste, je prépare un papier, c'est logique. D'accord. Oui, c'est sûr. Oui, son métier, c'est de récupérer des informations. C'est ça. D'ailleurs, l'espionnage, c'est le métier qui se rapproche le plus de l'espionnage dans la vraie vie. C'est journalisme d'investigation. C'est quasiment la même chose. La seule chose qui encore différencie ces deux métiers, c'est que le journaliste, c'est le code d'éthique journalistique. Et puis il est sous le giron de la loi. Voilà. Tandis que nous, on peut pratiquer n'importe quoi et puis on s'en fout complètement de l'éthique.